Cybersécurité, épisode spécial. Je suis accompagné de Christophe. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas, avec plaisir. Christophe, j'ai œuvré pendant un certain nombre d'années dans différents univers de la cybersécurité, que ce soit côté ministériel ou des grands groupes d'industrie. Et actuellement, je travaille pour l'organisme Ciplex Consulting. Oui. Et aujourd'hui, tu viens nous parler, il y en aura d'autres sujets plus tard, puis tout c'est intéressant, mais là, on va parler de l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est un outil très utile pour nous aider à préparer les organisations, à savoir où mettre les investissements, mais il y a beaucoup de faux pas qui sont faits par les analystes un peu moins connaissants. Donc, je vais te laisser commencer à apporter ça, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à en parler. Ah oui, avec grand plaisir. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs erreurs qu'on peut faire auprès des analyses de risque. L'erreur classique, c'est notamment en cybersécurité, de se contenter d'avoir une approche qui est purement académique, qui liste des sources, origines de menaces avec une méthodologie qui est préétablie. Alors les méthodologies sont extrêmement importantes parce qu'elles apportent un cadre, elles apportent une structure, elles apportent une compréhension et elles permettent d'industrialiser. Malgré tout, l'approche, elle est utile à garder et à structurer sa propre réflexion et sa propre connaissance. Il faut évidemment connaître l'environnement de l'organisation qu'on souhaite protéger, mais également l'environnement et les sources d'origine de ces risques qui sont souvent assez largement insuffisantes pour comprendre les véritables risques auxquels ils sont confrontés. Oui, absolument. Puis ça, je l'ai vu très régulièrement. Cette mécompréhension-là nous amène à poser des réflexions, des analyses de risques qui sont inexactes, donc qui guident à la mauvaise endroit. Justement parce que il y a cette méconnaissance-là, notamment de la menace, comme tu mentionnes, le risque origine, si on reprend les termes plus EBS, qui nous amène justement à cette réflexion-là à quantifier cette menace-là, puis à l'analyser, puis à être capable de la mettre en perspective correctement. Fait que je vais te laisser parler d'un peu d'exemples de ce type de menace-là. Bien sûr. Si on comprend l'origine réelle des menaces, c'est un besoin qui est stratégique pour l'entreprise. On peut pas seulement arriver devant des responsables d'entreprise, cybersécurité ou autres, en leur disant bah voilà, il y a des menaces d'État, il y a des menaces de groupes criminels, il y a des menaces de hackers, il y a des menaces idéologiques. Ça correspond pas toujours à leur environnement. Je prends l'exemple des cartels mexicains. Aujourd'hui, on parle d'organisations criminelles. Ce sont des organisations qui investissent énormément dans la cybercriminalité. Il y a aussi des réseaux de traite humaine en Asie du Sud-Est qui servent à ces attaques massives en ligne. Très souvent, quand on doit expliquer justement pourquoi on sélectionne telle ou telle autre origine de risque, j'ai très souvent vu des analyses de risque qui ont du mal à expliquer ce qu'il y a vraiment derrière, parce que la question souvent louable et logique du chef d'entreprise ou du responsable cybersécurité, c'est bon, est-ce que vous pensez vraiment qu'un organisme criminel pourrait venir ou est-ce que la menace d'État sont souvent bloqués un petit peu que sur l'espionnage alors qu'il y a beaucoup d'autres choses possibles. Et donc c'est vrai que si on n'a pas cette connaissance-là, que effectivement en Asie du Sud-Est on a des gens qui sont aujourd'hui bloqués avec leur passeport confisqué, plusieurs centaines de milliers, on peut citer le Cambodge mais il y en a d'autres, qui sont forcés à menacés pour faire du phishing, des fraudes de cartes bancaires, etc. On met en relation, on essaie de faire comprendre pourquoi ça pourrait arriver effectivement chez nous, et parfois ils frappent un petit peu au hasard, ils prennent plein de choses, ils vont à la pêche, et effectivement une organisation criminelle pourrait tout à fait intervenir sur une partie du scope dans ce type d'attaque. Oui, puis ça revient à quantifier la capacité et l'intérêt de ça, parce que justement, ce volet-là, on va le mettre dans le likelihood, la probabilité que cette attaque-là s'attaque à nos infrastructures. Puis justement, comme tu mentionnes, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est probable que cette attaque-là s'intéresse à nous? Là, tu donnes l'exemple de l'Asie qui, malheureusement, ont des usines d'attaques, si on veut, mais c'est des attaques peu sophistiquées, puis qui ont des notions qui ont, malheureusement, au sens de liberté humaine, est désastreuse. Quand de l'autre côté, on a des attaquants d'État, mais qui s'intéressent qu'à un certain type de données, puis c'est pas le même type de données aussi. Puis déjà là, ça vient quantifier un peu le chemin. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est normal
qu'on doit changer la perception de ces menaces auprès des analystes et auprès des organisations, parce que effectivement, pourquoi est-ce que ces organismes criminels ou étatiques pourraient avoir un intérêt à venir chercher de l'information, voler de la data ou etc. Bah, c'est simplement pour financer leurs activités criminelles. J'ai envie de dire que la plupart du temps, ils s'intéressent pas vraiment à la donnée qu'ils vont voler. La plupart du temps, ça va leur permettre de les revendre, de les transmettre à d'autres criminels ou à d'autres concurrents ou États, et ça va financer le trafic de drogue, le blanchiment, le terrorisme, etc. Donc en fait, finalement, l'attaquant lui-même, parfois, n'a même quasiment pas regardé ce qu'il va aller récupérer. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, puisque l'idée, c'est maintenant devenu un simple moyen de financement d'autres activités criminelles. Euh, Ça permet de changer la perception de la menace et de comprendre un petit peu que c'est un business en fait qui est structuré avec des financements, des réseaux logistiques, des réseaux humains. Et ça permet aussi d'anticiper les évolutions des menaces en fonction du contexte géopolitique dans lequel on se trouve, contexte économique, etc. On peut arriver à anticiper effectivement certaines attaques, parce qu'on se doute qu'à certains moments, dans certaines parties du monde, il pourrait y avoir à ce moment-là un besoin de financement de certaines activités. Et on pourrait se dire qu'à cette période-là, il pourrait y avoir un regain d'action. On le voit très souvent avec les dernières élections dans le monde entier, et puis également avec le conflit ukrainien, Russie, mais aussi israélo-palestinien. On le voit qu'il y a eu des recrudescences à ces moments-là, des pics, parce qu'il y a eu tout un tas de besoins. Il a fallu financer des armes, il a fallu financer plein de choses, il a fallu financer aussi de la manipulation, de l'intelligence économique, tout un tas de choses. Donc c'est aussi une logique, c'est un baromètre. Le baromètre des attaques cyber pourrait être mis en relation, pourquoi pas, ce serait intéressant que quelqu'un fasse ça, avec justement le contexte géopolitique par continent. Ça pourrait être, je pense, très révélateur. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant, tu amènes la notion du conflit en Ukraine notamment, puisque celui-ci a fait changer les menaces affectant certaines entreprises. On va prendre l'exemple qu'on a eu au Canada, notamment quand on s'est positionné en faveur de l'Ukraine. Des compagnies se sont fait attaquer par les Russes. Pas parce que c'était tout un coup, il y avait un intérêt particulier à leur valeur, à leur propriété intellectuelle ou peu importe ce qui se passait, mais n'étaient devenus que des cibles d'opportunités parce que le pays s'était orienté face à un autre. Donc à ce moment-là, on était choses. Donc c'est quand même un élément assez dynamique malgré tout, surtout dans des temps changeants comme on vit présentement dans des contextes plus instables de façon géopolitique. Oui, tout à fait. Alors, ça paraît évident pour certaines entreprises, certaines organisations qui travaillent peut-être dans la défense, dans l'énergie, dans le nucléaire, dans des choses comme ça, qui sont habitués et qui ont l'habitude d'avoir une menace perceptible, qu'elle soit idéologique ou autre. Mais finalement, pour toutes les autres entreprises qui ne travaillent pas sur ce type de secteur, c'est un petit peu plus difficile à percevoir. On peut prendre un exemple, une entreprise qui voudrait s'installer par exemple en Amérique du Sud, qui demanderait une analyse des cybermenaces locales, une analyse des risques des cybermenaces locales. Si on prend une approche superficielle, standard et académique, on pourrait dire attention au ransomware, aux attaques de phishing, à la fraude bancaire, c'est un petit peu ce qui se passe. Si on essaie d'avoir une approche pertinente, ça consistera à plutôt expliquer attention, sur ce territoire-là, on a des cartels sud-américains qui doivent diversifier leurs revenus et qui investissent dans le cybercrime. Ils peuvent exploiter la traite des êtres humains, ils peuvent forcer des gens à travailler pour eux, et ça va engendrer peut-être un peu plus d'arnaques bancaires et du hacking que dans d'autres endroits de la planète. Les autorités locales, elles ont une capacité d'action qui peut être plus ou moins entravée en fonction de la corruption, en fonction aussi de leurs moyens sur place. Donc ça peut aussi réduire les possibilités de réponse judiciaire. Et on a une activité énorme côté crypto-monnaie sur cette partie-là, sur cette géographie-là. Et donc du coup, la conclusion, c'est de dire il ne suffit pas simplement de protéger mes ransomware, mais il faut aussi anticiper le rôle de ces organisations criminelles, la corruption locale, les adaptations de la stratégie, adapter la stratégie de cybersécurité en conséquence, mais aussi de la capacité aux autorités locales de réagir. Ça, c'est très important, surtout donc quand on étudie des analyses de risque sur des grands groupes internationaux qui peuvent avoir des emprises partout dans le monde, sur différents pays. Une entreprise qui est un pôle au Canada, en France, en Europe, aux États-Unis ou autre part, et pourrait avoir sur la même cause, la même origine, des actions différentes à prendre.
Oui, absolument, parce que de toute façon, la protection n'est pas la même. Puis l'autre pendant à ça, puis justement, ça amène la réflexion sur l'analyse de la menace. C'est faut savoir aussi qu'est-ce qu'on protège, puis c'est quoi nos informations, notre attrait pour cette menace-là, parce que tu sais, des fois, j'ai vu dans certains dossiers où on parlait d'acteurs étatiques, puis je dis oui, mais les informations qui sont disposées par l'entreprise n'ont aucun intérêt, aucune valeur pour ce qu'on connaît à l'heure actuelle des intérêts des menaces étatiques. Puis juste avant de repasser la parole, il y a l'exemple de la Corée du Nord, qui est un acteur étatique, mais lui, son modus operandi, c'est les institutions financières. Donc, il est juste dans ce secteur-là parce que lui, sa façon, puis tu l'avais mentionné, il faut financer son pays. C'est cette stratégie-là. Donc, on va se prémunir pour ça, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit protéger aussi pour évaluer la bonne menace. Ah ouais, mais alors complètement, hein, on peut parler sur la Corée du Nord, effectivement. C'est une entreprise du secteur financier, clairement, hein, on peut la voir comme ça, le cyberfinancier. Le régime nord-coréen, il finance clairement ses activités via des cyberattaques, hein, Lazarus, ransomware, fraude crypto, etc. Effectivement, l'idée, là, si on a la bonne analyse de risque, clairement, il faudra avoir une myriade d'intermédiaires. Des faux freelance IT, du blanchiment via des plateformes crypto, des attaques indirectes via des ransomware opérés potentiellement par des mafias locales ou internationales. Très clairement, là, le paysage que tu décris sur cette partie-là, elle est hyper important. D'autant plus qu'effectivement, savoir ce qu'on a comme information, c'est toujours très compliqué. Déjà, c'est compliqué pour une organisation d'être sûr de toutes les informations dont il dispose. La question qui se pose par rapport à ce que tu dis, Nicolas, c'est super intéressant. C'est comment on peut savoir que ces informations-là intéressent les autres. Euh, Ça, c'est uniquement en essayant d'acquérir une culture de la menace, en essayant d'acquérir une culture de typologie d'information. Par exemple, le numéro d'une secrétaire d'un grand président d'un grand groupe pourrait intéresser un État. L'agenda aussi, par exemple. À contrario, une organisation criminelle pourrait être plutôt intéressée par justement la partie financière RH. Euh, des gens sur la partie idéologie pourraient être intéressés plutôt au type d'action, au type de procédés qui sont réalisés, puisque s'il y a une action peut-être idéologique derrière, il pourrait y avoir des remises en cause de ce type de procédé, de la façon dont c'est fait, la manière dont et les impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Donc effectivement, en fait, il faut réussir à isoler en fait cette information, à les catégoriser et essayer un petit peu de les mettre en relation avec ces contextes en fonction des investissements que nous faisons, en fonction des voyages, du développement, de l'économie, etc. Oui, ben ça devient. Puis là, c'est intéressant. Tu parles juste le numéro de téléphone ou les agendas sont très intéressants parce qu'on va retrouver dans des types d'attaques. Le fraude du président, par exemple, est un bel exemple de choses, d'informations nécessaires à protéger. Puis justement, dans lequel, moindrement là qu'on a une société qui fait beaucoup d'argent, on va devenir rapidement la cible de ce type de segment-là d'attaquants, donc de cette menace-là. Il faut correctement modéliser pour être capable de se protéger adéquatement. Là. Oui, complètement. Et c'est vrai que, par exemple, si on sort un petit peu de l'organisation criminelle, on part un petit peu des menaces d'État. Souvent, on entend dire ah, les menaces d'État, c'est souvent limité à l'espionnage. C'est faux. L'espionnage n'est qu'une petite partie de ce que sont capables de faire les États. D'autre part, parce qu'elles ont aussi un besoin de financement des opérations particulières qu'ils ne peuvent pas financer légalement. Il faut en être conscient. Il y a également aussi un besoin de prépositionnement. Aujourd'hui, quand un État vient récupérer une information, soit des attaques de cybercriminels ou cybersécurité, c'est souvent pour un prépositionnement stratégique qui, le jour J, permettront d'appuyer sur le bouton et peut-être d'imaginer un blocage de cette industrie, de cette organisation pour des fins qu'elles soient politiques, qu'elles soient guerrières ou tout autre positionnement, mais aussi parfois pour avoir une coup d'avance sur la concurrence et sur leur propre technologie. Donc effectivement, réduire les, les attaques d'État au simple espionnage, je pense que c'est une erreur souvent faite pour ce genre de choses. Je pense qu'il faut être un petit peu plus fin. Et du coup, les actions sont
peut-être tout à fait différentes en rémédiation. Du coup, on peut avoir aussi des rémédiations plus simples parfois, plutôt que de s'inquiéter trop. Parfois, effectivement, si on arrive à mieux catégoriser ça dès le début, à mieux mettre en relation avec l'aspect géopolitique, à classifier ces données, on peut peut-être trouver des solutions beaucoup plus simples et efficaces et moins coûteuses à mettre en place au final. Oui, puis ça ramène le point vers l'autre aspect de cette menace-là, qu'il faut connaître sa capacité technique, parce que là, on parle, puis là, on a des grands termes, on dit, les menaces d'État, puis il y a comme une présomption qui ont une capacité infinie de faire des choses, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et chaque État, d'ailleurs, a des périmètres définis. J'avais mentionné avec la Corée du Nord, mais si on prend les classiques, l'Iran, la Russie et la Chine ont tous des capacités techniques qui diffèrent les unes des autres, dans lesquelles il faut aussi tenir en compte dans les analyses. Alors complètement, tu as complètement raison. Effectivement, la tendance à se dire que une menace d'État, c'est forcément en motivation et en ressources illimitées. Ce n'est pas vrai. On le voit assez régulièrement avec la différence de capacité simple, sans parler d'attaques de cyber, etc. On voit très bien qu'en Europe, on a des États qui ont plus ou moins de capacités, que ça soit spatiale, que ça soit de défense. On le sent bien en ce moment. Et pareil pour en dehors de l'Europe, on le voit bien qu'il y a quand même des grosses différences, des capacités d'action humaines, mais aussi on parle de ressources financières, mais aussi de compétences. On n'a clairement pas le même niveau de compétences partout dans le monde, et c'est plutôt normal. On n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous suivis, etc. Donc effectivement, on pourrait faire une catégorie différente et peut-être ne pas avoir toujours les États en mode illimité. Certains, on peut le considérer, évidemment, on peut le considérer, mais je pense que c'est plutôt une considération qu'il faut avoir en fonction du contexte. Un État a beaucoup de choses à gérer, des organisations criminelles aussi, voire des États criminels. Si on fait une synthèse, euh, ils n'ont pas toujours besoin des choses au même moment. Il faut parfois investir, parfois dans la cybercriminalité, dans ce type d'attaque, mais parfois ils ont d'autres dépenses à faire. Dans le Covid, ça a été le cas. On a bien vu que c'était pas la priorité. Les Jeux Olympiques nous ont ramené un petit peu sur un autre type de terrain de jeu. En fonction de l'actualité en fait de chacun des États, on va avoir des investissements et une capacité qui va réduire ou augmenter. Donc elle n'est pas lisse toute l'année et encore moins sur plusieurs dizaines d'années. Effectivement, cette capacité d'action, cette capacité aussi politique, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté politique, dépendent aussi beaucoup du gouvernement en place, dépendent des problématiques rencontrées par le pays à ce moment-là et des enjeux qu'il a à relever à ce moment-là. Elle est variante, elle est complètement variante et ce contexte-là doit aussi être pris en compte, évidemment. Là, je bascule vers un type de menace qu'on n'a pas encore abordé, qui est la menace interne. Puis celle-là, elle est plus différente, particulière, parce qu'elle a ses éléments. Puis la modéliser, puis malheureusement, je la vois souvent mal modélisée parce que les gens la comprennent pas, les gens en ont peur ou font littéralement du déni comme quoi soit elle n'existe littéralement pas ou ce n'est qu'un traître qu'on aurait dû de toute façon ne pas embaucher. Donc, on est dans ce contexte-là. Je vais avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, alors c'est super intéressant parce qu'effectivement, je te rejoins. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui trustaient complètement l'interne et d'autres au contraire qui étaient assez parano dessus. Mais effectivement, on peut pas traiter ce qu'on appelle insider dans la catégorie des analyses de risque. Il ne peut pas y avoir qu'un seul type d'insider. Clairement, il y a les gens qui vont vouloir se venger parce qu'il y a eu un problème en interne pur et c'est eux la propre source de risque. Mais l'insider, la menace interne, elle peut être aussi manipulée à toute connaissance de cause ou sans même qu'ils en aient conscience. Donc ça, c'est encore un autre type qui est encore plus difficile à détecter. Ça peut être également différentes catégories de menaces internes, puisqu'on peut catégoriser les fournisseurs ou les sous-traitants qui travaillent quasi en permanence sur certains sites, qui sont finalement comme des internes avec les mêmes moyens, les mêmes outils et qui sont à la cafétéria comme tout le monde, mais qui n'appartiennent pas vraiment à la société, et puis ceux qui appartiennent complètement à cette société-là. Alors effectivement, il faut relativiser les choses. Quelqu'un peut
allez, je vais faire exprès de dire ça, peut péter un plomb un jour. Il peut un jour devenir malveillant parce que il y a des problèmes personnels, des problèmes. La seule chose, il décide de faire quelque chose et de bloquer de l'industrie, son industrie, son employeur. Ça, c'est une chose. Il peut y avoir des gens qui sont menacés. On a eu le cas. On sait qu'il y a des entreprises qui sont sensibles, où il y a même des fiches de paie qui ne sont pas adressées au même nom. On sait qu'il y a des gens qui sont protégés par anonymat, etc. Parce que on évite que ces gens-là puissent être corrompus, puissent être menacés. Clairement, qui que ce soit, si aujourd'hui on menace les enfants de quelqu'un, il fera ce qu'on lui demande. À ce moment-là, il faut arrêter de truster. Il faut arrêter de se dire que même s'il a été, il a toutes les habilitations nécessaires et que c'est quelqu'un de connu qui a été screené, comme on dit, au niveau du personnel, qui a toutes les habilitations, s'il n'a pas de casier judiciaire, peu importe. Malgré tout, une menace comme ça, ou quelqu'un qui serait effondrerait à cause de dettes de jeu, clairement, ce sont des failles. Et est-ce que vraiment chacun de nous, à un moment donné de sa vie, pourrait pas dire est-ce que si dans ce cas-là ça m'arriverait, qu'est-ce que je ferais? C'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser ça, et ils ne vont pas agir de la même manière, ils ne vont pas réagir de la même manière, et parfois même c'est arrivé que certains, une fois qu'ils avaient déclenché les choses ou facilité les attaques, aillent se dénoncer eux-mêmes en disant bah voilà, ça y est, je suis soulagé parce que la menace, je ne suis plus menacé, je vous le dis, mais je suis désolé parce que j'ai pas eu le choix. D'autres décident de se cacher, d'autres ne réagissent. Tout le monde va réagir différemment. Donc effectivement, cette menace interne, elle est complexe. Il y a aussi une menace interne qu'on évoque peu, c'est la méconnaissance. Il y a un problème de sensibilisation aussi parfois. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui n'ont absolument pas conscience de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que parfois, de manière par négligence, clairement, les gens vont amener à faciliter une attaque, voire même la déclencher eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas du tout pris en compte cette réalité, ou parce qu'ils ont été mal sensibilisés. Donc effectivement, en fait, cette menace interne, elle est très vaste. Si on revient effectivement au premier sujet, on peut aussi faire une corrélation. C'est aussi des personnes à infiltrer. On peut tout à fait imaginer aussi des gens dont c'est le métier de faire ça, d'être une menace interne. C'est une réalité. Donc en fait, finalement, moi, je mettrais trois catégories, enfin quatre catégories dans ces insiders. C'est les initiés qui sont malveillants, qui ont eux une vraie intention intrinsèque. Les gens qui sont négligents, c'est-à-dire qui sont soit mal formés, soit imprudents, soit manipulés à leur insu. Les gens qui sont infiltrés. Et également les victimes de coercition, qui sont menacées, soudoyées et qui commettent une action malveillante parce qu'ils n'ont plus le choix. Oui, c'est très intéressant. Puis effectivement, ça ramène beaucoup de nuances. On a abordé plusieurs facettes des menaces. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter? Sur l'ensemble des menaces, on pourrait en imaginer énormément. Je crois qu'il y a autant de menaces que d'organismes. Je crois que le plus important, c'est d'être capable d'acquérir une culture de son environnement et des menaces existantes. Je suis persuadé, avec tout ce que j'ai pu voir, que à chaque entité, à chaque catégorie de people, une menace correspond, avec des chemins différents, avec des impacts qui sont différents, etc. Donc on pourrait effectivement imaginer plein de choses, mais je pense sincèrement que la connaissance de l'environnement et de tout ce qui est capable de faire du contexte vont créer différentes menaces qu'on a du mal parfois à imaginer. Oui,
Très intéressant, je te remercie. C'est une première facette. Là. On aborde l'analyse, le volet de l'analyse de menace, de l'analyse de risque. On va revenir sur ces sujets-là parce qu'on essaie de les mettre en petite bouchée aussi parce que ça soit digeste. L'analyse de menace est déjà assez complexe par elle-même que d'y avancer. Je te remercie énormément de ton temps, de ce partage. Merci beaucoup Nicolas, et puis ce sera un grand plaisir de pouvoir approfondir sur différents sujets avec toi.